Ils sont auteurs de tous les troubles qu'il y a dans la région des Grands Lacs. Alors, la problématique de l'Est, c'est que le Rwanda a réussi une chose, c'est qu'il se présente toujours à la face du monde comme victime, rappelant les génocides de 1994. Alors, il a aveuglé comme ça la communauté internationale. Lorsqu'il se présente à la face du monde, les gens ne voient que le génocide qui a été commis au Rwanda, comme si ce génocide avait été commis par des Congolais. Or, le génocide a été commis par les Rwandais. Et donc, les Congolais ne peuvent pas porter le tribut lourd du génocide commis au Rwanda par les Rwandais. Alors, la perception que moi je voudrais développer maintenant, c'est de permettre à la communauté internationale, à toute l'opinion, de comprendre que la victime qui est le Rwanda l'est pour le génocide, mais lorsque les Rwandais se trouvent au Congo, c'est un bourreau. Alors, les gens ne voient que la face de la victime et non pas la face du bourreau. Et donc, la perception devra changer à partir de maintenant pour que la lecture soit correcte face au conflit à l'Est. Lorsque les Rwandais se trouvent au Congo, il n'est pas victime, parce que même lorsqu'il parle des FDLR, de la haine tribale, mais les FDLR, moi j'ai toujours dit une anecdote, les FDLR sont les collègues au président rwandais, parce qu'ils ont fait la guerre en 1990. De 90 à aujourd'hui, nous sommes en 2024, ça fait 34 ans. Un élément FDLR qui avait 30 ans a 64 ans. Celui qui avait 40 ans a 74 ans. En quoi quelqu'un de 74 ans constitue une menace contre le Rwanda? Donc vous comprenez que c'est des éléments comme ça qu'on porte dans l'opinion et les gens sont emballés par dire bon voilà, la RDC travaille avec les FDLR. Deuxième chose, la haine. Eh bien, les gens les plus haineux se trouvent plus au Rwanda qu'en République démocratique du Congo, parce que là il n'y a que deux ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est l'autre. C'est pourquoi le génocide est possible au Rwanda. Mais le génocide ne peut pas l'être au Congo où nous sommes 450 tribus, le président de la République l'a rappelé. Et donc, il transpose les réalités du Rwanda au Congo et cela aveugle toute la communauté nationale et internationale, croyant que le Rwanda est une victime, alors que la victime, c'est plutôt la République démocratique du Congo. Et donc, nous devrions changer la perception du problème pour que les gens comprennent que les Rwandais utilisent la malice et se couvrent derrière les génocides pour chercher à semer les désordres en RDC. Nous devons changer cette perception. Exact. Cela fait des années que ça dure, on n'y arrive pas. Je pourrais vous poser la question de savoir comment la changer, mais tel n'est pas le sujet. Revenons sur les accusations du Rwanda. Engagement de l'accord cadre d'Addis Abeba, il y a aussi que le gouvernement congolais n'appuie pas les FDLR. Récemment, le président a dit, et on a vu certains généraux ou militaires mis aux arrêts pour collaboration présumée avec certains groupes armés. Est-ce que c'est pas ce que le Rwanda reproche au Congo? Vous savez, ceux qui ne connaissent pas les réalités de l'Est confondent souvent la dénomination Hutu ou la dénomination FDLR. Tout le monde sait que les territoires de Rutshuru, les territoires de Masisi, sont habités à 60-80% par nos populations Hutus congolaises. Et ça, c'est connu de tout le monde. On a des élus à l'Assemblée nationale, on a eu des ministres par le passé. Et donc, il faudrait quand même que l'opinion commence à comprendre cela. Qu'il y a des populations Hutus qui sont en République démocratique du Congo et sont dans les territoires de Masisi, dans les territoires de Rutshuru. Maintenant, lorsque lui parle de FDLR, il faudrait que les gens fassent très attention pour ne pas stigmatiser les populations congolaises qu'il veut qualifier tous de FDLR au motif qu'ils sont Hutus. Et nous qui avons vécu dans cette partie, moi mes premiers 50 ans, je les ai passés tous au Nord Kivu, donc je connais quand même la problématique et j'ai fait des recherches sur la question. Je connais très bien la différence. Et donc lui emballe tout le monde entier, croyant que quand il va parler des Hutus, on va tout de suite voir les FDLR. Il y a toutes les communautés dans nos forces armées. Il y a les Nande au Nord Kivu, il y a les Nyanga, il y a les Hutus, il y a les Tutsis, il y a des Banyamulenge, il y a tout le monde. Donc il n'y a pas de soutien au FDLR. Par contre, on parle beaucoup de groupes armés. Alors, parler des FDLR, c'est vrai, ils ont 30 ans de plus, mais ces groupes armés, eux, ils se renouvellent. Parce qu'il y a de l'exploitation des richesses. Est-ce que dans ces groupes armés, on dit que chaque notable, d'ailleurs, du Nord Kivu, on ne parle pas que de l'armée, chaque notable du Nord Kivu a son groupe armé. J'allais vous poser la question de savoir si vous en avez vous-même un. Est-ce que cet amalgame source du conflit versus Rwanda n'est pas entretenu par les Congolais eux-mêmes? Le problème, je l'ai développé dans mon mémoire de DA. Pourquoi il y a prolifération de groupes armés? C'est la faiblesse, en fait, de l'État
hein, depuis plus de 20 ans. Il y a les instruments de puissance publique que sont l'armée, la police, la justice. Je l'ai démontré en disant effectivement que lorsque vous calculez les ratios, hein, des nombres de militaires, des nombres de policiers sur l'espace congolais, vous trouvez qu'il y a un policier sur 156 km. Et ça, c'était danger. Ça veut dire que l'espace n'est pas occupé, n'est pas militairement, n'est pas policièrement, si je peux me le permettre, contrôlé. Et donc, ça permet l'émergence de toutes sortes de groupes pour chercher à se créer une sorte d'autorité, parce que tout simplement, il n'y a pas une autorité légalement établie dans la région. C'est ce qui fait qu'on passe de 20 groupes armés à 30 groupes armés à 40 groupes armés. Et le président de la République a perçu les dangers à l'Est pour dire, étant donné qu'il y a prolifération de groupes armés, l'espace n'est pas tenu, l'espace n'est pas sécuritairement occupé. Il faut un recrutement au sein des forces armées. C'est pourquoi il a lancé le recrutement de 40 000 hommes aujourd'hui. Et il a dit que l'armée est en train de monter en puissance. Imaginez-vous lorsque les 40 000 hommes vont être déployés sur le terrain, les ratios d'occupation spatiale vont changer. Si on avait un militaire sur 10, sur 20, sur 30 km, peut-être que le ratio va descendre à un militaire sur 3, sur 4. Et donc, le contrôle de l'espace va aussi désormais changer. Et donc, on devra, depuis 20 ans, depuis 30 ans, on a été distrait par toutes ces guerres et à dessein pour que les pays ne s'organisent pas militairement et être continuellement l'objet d'attaques et avec des difficultés de pouvoir se défendre. On a été distrait ou vous avez été impuissant? Je rappelle que vous avez été 12 ans gouverneur. Quand la guerre se termine, la guerre du RCD, ce sont les troupes du RCD qui restent au Nord Kivu. Ce sont elles qui administrent. Or, les troupes du RCD étaient alimentées, on le savait, par le Rwanda. Il y a eu les cas Mutebutsi, il y a eu les cas Kunda, il y a eu le M23, et à un moment même, si je me rappelle, puisque nous étions dans l'actualité à ce moment-là aussi, il y a eu la volonté du président Kabila, à l'époque, de déplacer les troupes, ce qui, à chaque fois qu'on évoquait le sujet, entraînait de nouvelles guerres. Est-ce que de ces groupes armés que vous dites combattre, de cette militarisation ou gendarmisation de la province du Nord Kivu que vous appelez de tous vos voeux, il n'y a pas plutôt à son opposé une occupation du Rwanda, par le Rwanda, par voie détournée, d'un territoire avec l'appui des Congolais, chose que aujourd'hui on veut combattre? Bon, si on revient à l'histoire, hein, ça va être une très très longue affaire ou histoire, parce que déjà en 1996, lorsque l'AFDL commence et que le président Laurent Désiré Kabila arrive à Kinshasa, 2 ans plus tard, il demande aux troupes de rentrer au motif qu'elles ont fini le travail. Ces troupes rwandaises, au lieu de rentrer, qu'est-ce qu'elles font? Elles se replient sur Goma et le 2 août 1998, elles commencent la guerre. Elles restent pendant 5 ans, hein, à l'est du pays. Je réponds à la question des FDLR. Les troupes rwandaises sont restées 5 ans en train de contrôler le nord et le sud Kivu. Elles n'ont rien fait contre. Si il y avait des FDLR à ce moment-là, ils auraient terminé la nébuleuse FDLR. Si la question était FDLR, pendant 5 ans que les Rwandais ont occupé l'est de 98 à 2003, je crois qu'on aurait fini les problèmes. Alors, par la suite, on a été l'accord de Cité-le-Fait de Lusaka de 1999, et puis l'accord de Saint-Cite de 2002, et puis le pacte sur la sécurité et la stabilité de 2006, et puis le communiqué de Nairobi de 2007, l'accord de Ngurdoto à Tanzanie de 2007. Tous ces accords, en fait, avaient pour objectif de pouvoir distraire, je me permets de dire ainsi, de pouvoir distraire in fine le gouvernement congolais par une paix qu'il considérait être gagnée, alors que c'était une paix piégée. Piégée par le fait qu'on nous a amenés dans les brassages, on nous a amenés dans les mixages. C'est-à-dire, on a pris toutes les troupes entières, hein, rwandaises, entre guillemets, pour qu'elles soient considérées désormais comme des troupes appartenant aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que lorsque tous les mouvements ont été créés, CNDP, M23, c'est des défections qui se faisaient à l'intérieur des forces armées, des mêmes troupes qui hier étaient brassées à l'intérieur de nos troupes, pour montrer effectivement qu'elles n'étaient pas de véritables troupes au sein des forces armées. Et donc on est resté pendant une vingtaine d'années dans ces jeux-là d'infiltration maligne de notre armée pour nous ramener
dans des cycles de violence qui profitent effectivement au Rwanda.